Bonsoir, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question, elle tombe ainsi. Quid du pouvoir d'achat? Qu'est-ce que les candidats apportent dans ce débat? Est-ce qu'il y a un vrai débat sur le pouvoir d'achat? On pose la question à Harry Grondin dans Causement Réunionnais. Bonsoir Harry Grondin. Bonsoir. C'est le hasard ou pas le hasard, ou c'est quelque chose qui était prévu, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'actuellement, avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid depuis 2 ans, avec le cyclone de ces derniers temps, la Réunion a subi une augmentation des prix conséquente. Mmh. Mais même si on a des chiffres où on dit que ça n'a pas augmenté. Enfin, pour ceux qui payent à la caisse, ils voient que ça a augmenté. Oui, mais même depuis plusieurs années, les Français et la Réunion, ensemble, le problème numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Tous les sondages parlent de pouvoir d'achat, mais les candidats, eux, ils parlent de questions civilisationnelles. Donc, on détourne un petit peu le problème, mais on voit bien, de plus en plus, la question du pouvoir d'achat s'est imposée de lui-même, sans les candidats, aux candidats. Ça veut dire qu'à force de sonder, de poser des questions, ils ont vu que le problème civilisationnel venait en 4e, 5e position. C'était pouvoir d'achat, sécurité, santé, tout ça. Donc le pouvoir d'achat est le point majeur, est en train de devenir la question majeure de la présidentielle. Et maintenant, tous les candidats se fixent par rapport à ça. Donc, on a vu que Emmanuel Macron, président de la République, a essayé d'y répondre à chaque fois en donnant un petit quelque chose pour atténuer le coût. Voilà. Moi, je trouve que ça, franchement, c'est rabaisser la population. Pourquoi? Ça veut dire quelqu'un a un problème de transport, d'énergie, on crée un chèque. On crée un chèque énergie, on crée un chèque transport. Et qu'est-ce qui se passe avec ce chèque? Ce chèque, il est périmable. Ça veut dire que si je donne 100 €, un billet, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas pouvoir l'utiliser. Oui. Ils envoient des milliers de chèques. Certains ne reçoivent pas. Certains ont changé d'adresse. Donc, on dit, on a donné des millions, mais ce n'est pas les millions qui ont reçu. Donc, c'est pas une bonne solution. Et en même temps, on pointe la pauvreté. Ça veut dire que le gouvernement dit, t'as reçu le chèque, donc t'es pauvre. Ou bien sinon, il va dire, t'as reçu le chèque, j'ai pas reçu le chèque. Donc, moi, je pense qu'il faudrait être plus invisible que ça. Comme je dis, comme on a fait un droit au logement, le DAL, on a voté, on va voter un droit au pouvoir, qui garantit le pouvoir d'achat des Français. Moi, j'appelle ça la GPA. La GPA, qui n'est pas la gestation pour autrui, mais qu'il faut l'imposer comme la garantie de pouvoir d'achat aux Français. Donc, comment faire? Les Français n'ont rien demandé. Un jour, on leur donnait une carte, on leur dit cette carte est vitale. Et avec cette carte, ils peuvent aller à la pharmacie, chez le médecin, on va dire, c'est $1, c'est invisible, personne ne sait. On ne demande pas si je suis riche, je suis pas riche quand je rentre dans une pharmacie. On paye avec la carte vitale. Mais comment est financée cette carte? Cette carte, bon, les gens travaillent, on va dire, si je touche 2 000 €, en bas de page, il a 1 500, au milieu, à 500. Tout ça, ça part dans une caisse. Tout ça a été fait après la guerre. C'était justifié parce que c'était la priorité, c'était la santé. Il n'y avait pas de problème de travail, de pouvoir d'achat, parce que tout le monde travaillait, ça augmentait, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, le problème est différent. Alors, aujourd'hui, on continue à cotiser dans cette caisse, on va dire cette caisse, qu'on appelle Générale Sécurité Sociale, mais on pourrait la redéfinir. On paye, mais ça profite à une industrie. Ça profite qu'à l'industrie médicale, pharmaceutique, qui, on pourrait très bien dire, avec cette carte, au lieu de m'envoyer un chèque, chaque Français peut faire un plein d'essence par mois. Donc ça veut dire quoi? Les gens peuvent se déplacer, donc ils peuvent aller chercher du boulot, ils peuvent travailler, et puis ils n'ont pas cette angoisse de dire, au moins, on ne va pas barrer la route parce que j'ai pas d'essence, puisque j'ai quand même un plein, garanti. On peut très bien, l'énergie, pareil, on a donné des chèques énergie, mais on a fait exploser la facture. Alors que ce qu'on appelle les précaires énergétiques, ils payaient presque rien.
et ils étaient tranquilles. Maintenant, ils ont 450 € une facture et un chèque énergie. Et des fois qu'ils oublient même d'utiliser. Pareil, on peut très bien utiliser cette carte, qui est la carte vitale aujourd'hui, mais qui peut être rebaptisée demain, ou faire plusieurs cartes, mais je pense qu'une seule carte est suffisante pour l'énergie. Donc ça règle déjà les deux problèmes. Et après, on y va, on a le Covid, nous a défini les besoins essentiels. C'est même pas nous qui avons défini, mais c'est le gouvernement a dit. Ben, si le gouvernement dit que ça c'est essentiel, ben, on doit pouvoir, parce qu'aujourd'hui on crée des épiceries solidaires partout dans la France, et puis il faut aller pleurer chez une assistante sociale. Oui. On va pleurer, on va faire pitié, donc on est pauvre, mais non. Avec ma carte vitale, je vais dans l'épicerie solidaire et j'achète mes besoins essentiels. Et celui qui est riche, il a le droit aussi. S'il ne veut pas utiliser, ben, il peut donner ça à un voisin, à son coiffeur, à son chauffeur. Faire en profiter quelqu'un. Voilà, il peut faire profiter quelqu'un. Voilà la solution. C'est sûr que les gens vont utiliser cette question, ça peut paraître utopique, mais c'est pas utopique. Parce qu'on a le financement, on a l'argent. Mais seulement, il suffit de l'orienter. Et en pire que ça, on a 1 milliard d'euros par trimestre qui n'est pas demandé. Ça veut dire que les prestations sociales que les gens ont droit, comme ils n'ont pas fait la démarche, donc c'est à peu près en 750 et 1 milliard. Donc ça fait 4 milliards par an. Rien qu'avec ça, peut-être qu'on arrive à financer. Puisque l'argent est là, puisque quelqu'un il a droit à ça, mais il n'a pas fait sa demande. C'est vrai ? Donc le problème c'est ça. Il faut arriver avec un système où un droit, c'est voté, garantie pouvoir d'achat, c'est la carte, on paye, c'est fini. Ça libère les gens, ça libère l'énergie pour aller, pour se réaliser. Parce que toujours, moi je crois toujours à l'individu. Vous allez me dire, les gens, on va entretenir la paresse du tout. On a des passions. Toi, tu as une passion, tu fais la télé, les gens, ils font bénévole, les gens font plein de choses dans la vie. Il n'y a aucun problème. Et ceux qui ont envie de devenir riches, ils vont devenir riches. C'est pas mal de devenir riche. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui deviennent riches au détriment d'une population. Il faut que ça soit au profit de tout le monde. Et là, c'est possible. Je donne une source de financement, il y a un date, et je dis, cette carte existe, il y a juste à programmer. Ça veut dire, quand tu vas faire à la station-service, il y a deux terminals, un terminal avec ta carte bancaire et un terminal, c'est fini, en règle. Et là, sur le financement, je reviens sur le financement. On sait que la carte vitale est financée est payée par la Caisse générale de sécurité sociale. C'est un fait. Et c'est vrai que on le voit avec les épiceries solidaires. On voit qu'aujourd'hui, ça aussi, ça se développe, ça n'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a une paupérisation de la population. Les gens sont de plus en plus pauvres. Donc, c'est vrai que finalement, par rapport à ce que vient de dire Harry Gondin, il y a tout un réseau qui se met en place et payé avec la carte vitale et financé par la sécurité sociale, ça peut être une solution. La sécurité sociale qui est financée par nous-mêmes, par notre sueur. Tout à fait. N'oubliez pas. Ouais. C'est pas financé par la sécurité sociale, c'est la sueur des travailleurs qui finance la sécurité sociale. Ouais. Donc c'est encore plus juste. Voilà. Et en plus de ça, il y a encore une raison pour laquelle Harry Gondin met le doigt sur quelque chose de juste, c'est que chaque année, l'État ponctionne les bénéfices de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il y a toujours un déficit. Ça, je suis pas au courant. L'État prend de l'argent dans la caisse sociale. Donc là, on a posé un problème soi-disant utopiste, mais qui est réalisable, qui n'est pas utopique. Après, on est dans des complications administratives à n'en plus finir. Mais par contre, vous avez des groupes comme Amazon, Facebook, tout ça. Eux, on leur donne un marché, on leur donne le marché français, parce qu'ils viennent. On pourrait les bloquer. Donc, ils font des milliards sur le marché français. On pourrait faire ce qu'on appelle une taxe sur chiffre d'affaires. Et là, on prendrait. Ça veut dire que, en ce moment, à la télé, on n'arrête pas de dire vanter ces grands groupes, ils font des milliards. Mais ils font des milliards. C'est les Français qui leur donnent ça. Oui. Donc, taxe sur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on prend avant et on finance tout ça. Je crois que les plus riches se sont réunis et la taxe qu'ils ont décidé sur les chiffres d'affaires d'Amazon, de Facebook,
alors, je vais essayer de retrouver les 5 plus grands. Il y a Microsoft, Amazon, ouais. Il y a Facebook, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Et Amazon, Facebook. Oui, c'est la boîte qui fait des ordinateurs Macintosh. Donc c'est Mac. C'est Microsoft même. Ouais, non. C'est Apple. Voilà, c'est Apple qui fait donc les ordinateurs. C'est les 5 qui se font vraiment beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est plusieurs chiffres en milliards. Donc sur le marché français, on pourrait fonctionner. Donc après, on pourrait aller même plus loin. Si on va dans ce sens, simplification administrative, on fait une taxe de chiffre d'affaires globale. Donc on supprime toute la TVA et tous les taxes, même l'octroi de mer. C'est possible. Non, mais ça, c'est des étapes. On commence par garantir le pouvoir d'achat, voir comment ça fonctionne avec déjà ce qui existe, le financement dormant, comme je viens d'expliquer, toutes les prestations qui n'est pas demandé, plus la sécurité sociale. Et après, ça peut être une étape. Et à mon avis, ça va aller comme ça, puisqu'il y a de plus en plus de... Tout le monde crée des cartes. Vous savez, par exemple, nous, dans le monde de l'entreprise, un chef d'entreprise, s'il est un bon client chez un fournisseur, les fournisseurs, ils font soit des remises, soit ils vous donnent une carte. Ils vous donnent une carte, c'est la carte de l'entreprise, et ils mettent une commission dessus, l'argent. Ils mettent des points. De l'argent, carrément. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'avec ça, tu peux aller faire tes courses, tu peux tout faire. L'État, dans sa grande bonté, qui maîtrise tout, au lieu de s'appauvrir et de se mettre à genoux devant les grands groupes, c'est à l'État de s'imposer. Oui. Et puis, ne serait-ce qu'au niveau du RSA, ne serait-ce que ça peut être une bonne idée aussi, chaque mois, de renouveler avec la carte vitale, la valeur. Les gens, ils sont pas angoissés de dire « Ah là, ça a coupé, mon argent n'est pas arrivé ». On peut aller très loin là-dessus. Et la personne, il est libre dans sa tête. Et je peux vous dire, la créativité, ça va pas monter, ça va exploser à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau des études, au niveau des... Puis les gens, ils vont... Voilà. Et c'est vrai que ça va permettre aussi d'être moins dans l'attente, de se faire moins de frustration, voilà. De se mettre moins de pression. Et puis, des angoisses. De stress, des angoisses. Et puis, les gens, comme ils sont un peu parano, ils se disent « Ah, c'est pas arrivé parce que quelqu'un m'en veut, c'est telle personne. Ouais. » Alors, ça peut arriver. Ouais. On se fait des films. Peut-être son dossier est juste mal fait, la personne m'a mal reçu, donc je lui ai mal parlé, et donc mon dossier va être mis en dessous. Non, j'ai ma carte, j'ai un droit, je suis français. On pourrait même plus loin, on peut même l'associer à la carte d'identité française. Alors, maintenant, j'ai mis cette idée sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, j'entretiens les arnaqueurs, les escrocs, puisque il y a 67 millions de Français, et il y a 75 millions de cartes. Ok, il y a un différentiel de 10 millions de cartes, on va dire. Mais j'ai répondu. Est-ce que le simple citoyen est capable de faire 10 millions de cartes? Ça profite à qui les 10 millions de cartes? Ça profite à l'industrie pharmaceutique. Ça l'associe à l'industrie, toute cette industrie de recherche, du laboratoire. Parce que plus il y a de cartes, s'il n'y a plus d'humains, mais il y a des cartes, il faut pouvoir le débiter la carte. Ouais. C'est un truc de fou. Donc, on ne se pose jamais la question, on pense que toujours les gens trichent. Mais qui triche? Qui est capable de faire 10 millions de cartes en plus que les Français? Si c'est pas ceux qui ont le moyen de tricher. Ceux qui ont le moyen de le faire, et à qui ça va rapporter? Moi, je suis pas directeur de laboratoire. Moi, si je suis directeur de laboratoire, je passe un coup de fil à un copain associé, je dis, tu peux méditer un peu plus de cartes, là, tu envoies ça un petit peu à droite à gauche, et voilà. Et on l'a vu avec le pass vaccinal. On voit que quand on sait manipuler un peu l'informatique, on peut créer des cartes. Mais pour l'argent, c'est autre chose. Voilà. Et là, c'est... Bon, peut-être qu'il y a quelques Français qui font une double carte, mais ça quoi à faire. Mais voilà, c'était 8 millions de cartes en plus. 67 millions de Français, 75 millions de cartes. Où sont ces cartes? Et avec qui? Et qu'est-ce qui est débité? Et surtout quand on regarde certains qui ont tellement de cartes, ils ouvrent le porte-monnaie, il y a tout qui tombe. C'est un truc où tu dis, mais comment ils peuvent avoir autant de cartes? Ouais. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est les maisons de crédit, les sociétés financières, les banques qui octroient les cartes. Mais là c'est un truc privé, mais nous on reste dans le domaine public de partage de la richesse. Et donc finalement c'est un partage de richesse qui va se faire avant. Vous avez deux façons de prendre la richesse. Vous attendez à la fin, il y a les actionnaires qui gagnent, et vous prenez avant, ce sont tous les humains qui gagnent.
Oui, mais Et après, les actionnaires vont gagner un peu, mais ils vont gagner un petit peu moins. Mais la question. Ils vont gagner quand même. Oui, mais la question. Parce que de toute façon, comme c'est avec cette carte, on va aller chez eux-mêmes. Imaginons, on fait une caisse dans les grands magasins où on peut passer sa carte vitale. Mais c'est eux-mêmes qui vont gagner. Mais le problème qu'ils posent, c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, on l'a vu avec le Covid, beaucoup se sont enrichis. C'est pour un petit groupe. Mais ça, c'est totalement inutile, puisque ça crée des tensions, ça crée le chaos dans le pays, ça crée des barrages de route, ça crée des convois pour la liberté. C'est n'importe quoi. Mais même eux, ils n'ont pas intérêt à ce que le désordre s'installe. Ils ont intérêt à ce que le partage soit fait bien. Donc, voilà. Donc, avec cette solution de carte vitale, vraiment vitale, hein, parce qu'elle n'est pas carte vitale. Là, elle est vraiment vitale. Ouais. Voilà, parce que là, elle n'est pas vraiment vitale. La carte vitale vraiment vitale. Moi, je l'appelle la carte globale vraiment vitale pour pouvoir aller plus loin. Donc, ça va fouiller tout le monde. Et les riches, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'enrichir. On leur donne un ordinateur et puis ils ont des trucs qui montent, qui descendent. Mais le problème, c'est quand on est tellement riche, ça ne profite pas à l'emploi, puisque cet argent, on le met au paradis. Alors que le citoyen, il vit l'enfer. Donc, le paradis pour le citoyen, au diable l'argent. Reste quand même que dans cette élection-là, on le voit, que quel que soit le candidat, ils sont pas ils vont pas vraiment sur ce problème-là. Parce que il effleure un peu le sujet. On a Zemmour, il a posé la question depuis le début civilisationnel, et c'est attrape-moi si tu peux. Zemmour a dit ça, tout le monde connaît rien. Mais il y a tous les candidats, Marine Le Pen l'avait posé avant aussi, mais Pécresse, tout le monde essaie de quoi derrière. Pécresse raconte, elle va sortir le Karcher, c'est n'importe quoi. Sortons le porte-monnaie pour l'éducation. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que les projets de société de ces candidats, malheureusement, doivent d'abord plaire. Donc, chacun y met un petit peu beaucoup de forme et pas beaucoup de fond. Oui, parce que Zemmour fait, pour moi, la mauvaise analyse de la société française. Parce qu'il fait une analyse par rapport à l'histoire, c'est un peu comme si il appelle l'histoire pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Non. L'histoire, c'est une page blanche qu'on doit écrire. Ouais. Et donc, il faut faire la photographie de la France d'aujourd'hui. Lui, comme je dis toujours, il dit, la France n'a pas dit son dernier mot, elle se réunionise. Si tu prends la photo de la France aujourd'hui, les gens se mélangent. Qu'on le veuille ou non. Moi, je dis, les gens qui se risquent, qui se mélangent, qui font des enfants, je dis pas que c'est des réunionnais, mais ce sont des réunionisés. Donc, si la France se réunionise, c'est ce que je crois. Et en tout cas, si elle se réunionise réellement, on va aller vers ce qu'on appelle une France apaisée, une France réunionisée, apaisée. Mais si la France s'islamise, on va pas aller vers une France apaisée. On va vers une guerre civile comme presque il appelle de ses voeux, quoi. Donc, ça va être la guerre civile parce qu'il va opposer les religions, il va opposer les champs, il va opposer les gens. Donc, si un homme politique, il faut le bon constat, la France se réunionise, donc ce qu'il fait, il met en place un programme d'accompagnement de la réunionisation de la France. Nous, les créoles, on dirait la créolisation de la France, hein, c'est pas fâté, mais on n'a pas besoin de dire créolisation, on va dire réunionisation de la France. Il a parlé de créolisation. Au départ, c'est vrai que Éric Zemmour... Il n'a pas parlé de ça, lui. Non, si, il a parlé... C'est Mélenchon qui avait parlé, il a rebondi dessus. Ah, d'accord. Mais pour ça, je disais qu'il voilà, il a parlé de créolisation. Il a aussi parlé de créolisation. Mais il a parlé de ça de façon négative. Ah, d'accord. D'accord, il n'a pas parlé de façon positive parce qu'il a fait les références brésiliennes, les références mexicaines, où les sociétés de créolisées sont des sociétés violentes. Mais c'est pas la créolisation qui amène la violence. La preuve, nous, la Réunion, on est pas violent. Parce qu'on a un modèle français de créolisation. C'est la Réunion. Oui, mais... Et il faut qu'ils utilisent ce modèle-là. Mais eux, mais c'est comme si que c'est inéluctable. Les gens mais je crois pas du tout. Les gens vont pas se faire la guerre. Ils veulent la paix. Ils veulent réussir, ils veulent être bien, ils veulent que leur pouvoir d'achat soit garanti, et puis aller passer des vacances au bled, ou à la Réunion, voilà, et changer les idées, c'est pas la ligne. Mais on sent quand même que certains essayent de mettre un peu d'huile sur le feu. Oui, ça c'est sûr, ça c'est Zemmour, il met l'huile sur le feu, parce qu'il veut attraper le maximum de voix et passer au deuxième tour, mais c'est pas une façon... Déjà, si moi... Par rapport à son analyse n'est pas la bonne.
Donc forcément, il va aller à un résultat catastrophique de guerre civile, alors que la guerre civile existe. Mais c'est une guerre des puissants contre la population. Oui. La guerre civile existe déjà. On est déjà dedans. Mais ça montre aussi quelque part à quel point ceux qui sont dans l'autre camp, pas des riches mais de la population, n'arrivent pas encore à être assez intelligents pour se mettre ensemble, pour être solidaires, pour combattre. Oui, mais justement, c'est pas à eux de le faire. C'est à nos élus. On a des délégués pour ça. Alors c'est mort alors? Non, c'est pas mort. Moi, je me présente dans la 6e circonscription pour ça. C'est aux élus de le faire. Mais voilà. Et aux élus, ils doivent savoir d'où ils viennent. Et non se faire capturer par le camp adverse. En ce moment, c'est le cas. Il y en a qui je dirais même, ils sont détenus par le camp adverse. Ou bien ils sont même proposés par le camp adverse. Voilà, il y en a qui ont quand même qui viennent du camp adverse. Qui ont rendu les armes, qui sont rendus à l'adversaire. Voilà. Moi, je parle ça à quelqu'un qui est détenu. Il sait pas, voilà, parce que c'est des visions à courte vue, qui n'est pas à long terme. Si on veut une France réunionisée et apaisée, c'est c'est ce que je vois, c'est ce que je pense, c'est la direction que ça va prendre. Et les législatives, à notre niveau de la circonscription, c'est l'objectif de faire paraître ça. Alors justement, et pourquoi pas utiliser la circonscription pour faire circonscription pilote, pour que tous les gens de la circonscription puissent utiliser leur carte d'État, et puis on fait un bilan, et pour voir où est-ce qu'il y a plus de chômage. Et je suis sûr que les gens vont... C'est là où ils sont libérés de ces problèmes de pouvoir d'achat, ils vont être plus créatifs. On a besoin de libérer l'homme de cet argent qui l'oppresse, qui le rend soumis aux autres. Merci, Harry Grondin. En tout cas, j'espère que le message aura été entendu pour ceux qui vont adhérer à ce que va défendre le projet, que va défendre Harry Grondin. On verra aussi avec d'autres candidats un petit peu, eux, ce qu'ils pensent et comment faire pour préserver le pouvoir d'achat de tous les Français, y compris bien sûr des Réunionnais, et voir si les élus ont encore un peu de crédibilité à ce niveau-là. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Le défenseur syndical en fait, est nommé par la préfecture auprès de la DIECT sur une liste départementale où les salariés peuvent consulter et faire appel à ces défenseurs syndicaux pour venir en aide ou se renseigner sur leurs problèmes dans les entreprises ou aller défendre les dossiers au prud'homme. Quel est votre champ d'intervention? Alors, notre champ d'intervention est assez large, hein. Ça part de conseil, hein, avant toute action. Un salarié rencontre une difficulté dans son entreprise, donc peut nous contacter pour avoir des informations et être conseillé. Ensuite, si les choses sont précises pour ce salarié dans son entreprise, on peut aller les conseiller également, mais commencer les procédures, peut-être recommander les idées, les orienter, etc. sur les procédures. Et ensuite aussi les accompagner dans les entreprises lors des entretiens préalables vers une sanction ou autre, ou licenciement ou autre. Et par la suite, si les choses perdurent, il y a licenciement ou autre, et le salarié souhaite présenter un dossier au prud'homme, contester son licenciement ou toute autre sanction. Donc on peut les aider à monter le dossier et les accompagner au prud'homme. Généralement, quels sont les griefs à l'encontre du salarié qui sont généralement posés et que vous devez préparer le dossier? En fait, beaucoup de dossiers pour licenciement. Et parmi ces dossiers, il y a aussi des salariés qui font des fautes qui ne sont pas acceptées par le patron, qui sont sanctionnables, mais et le patron ne respecte pas toutes les procédures et ne donne en fait pas tous les droits de licenciement aux salariés. Donc là, on engage une procédure pour réclamer les droits. Après, il y a des fautes qui ne sont pas, on va dire, justifiées.
qui méritent de déposer un dossier au prud'homme pour annuler ou engager une procédure pour avoir des dommages et intérêts et réclamer des droits de licenciement pour les salariés qui n'ont pas eu aucune indemnité lors du départ. Comment se fait la relation patron-salarié dans les cas conflictuels de ce genre de dossier? Alors ça se passe, je dirais, très mal lorsqu'il n'y a pas un délégué syndical, un représentant du personnel ou un défenseur syndical. On revient là-dessus. Alors justement, comment ça se passe? Alors, donc ça se passe assez mal lorsque le salarié n'est pas accompagné d'un représentant du personnel, d'un délégué syndical ou d'un défenseur syndical, puisqu'il n'est pas concilié, il ne connaît pas ses droits. Et donc souvent des fois ça passe très mal, donc le patron lui, il subit en fait l'entretien. Et lorsqu'il y a un représentant, un défenseur syndical, il connaît ses droits, il y a une stratégie face au patron. Donc on essaie que l'entretien se passe mieux et que s'il y a des choses qu'on peut éviter, notamment le licenciement, on fait tout en sorte pour qu'on ait des pistes pour éviter les licenciements. Dans les cas que vous avez vus, combien de fois le patron a provoqué la situation et combien de fois le salarié a pu commettre volontairement ou involontairement les erreurs dont il est accusé? Alors, on va dire 50%. 50% des entretiens, des problèmes qu'il y a. On va dire le salarié a commis des fautes, mais après, on va dire par ignorance ou par autre chose, mais il a commis des fautes. Et parfois, la sanction est disproportionnée par rapport à la faute. Généralement, comment ce genre d'affaires se termine? Qui a gain de cause? On va dire, il y a des choses lors de l'entretien, ça dépend de l'état d'esprit du patron et de la relation que l'employé a dans l'entreprise et le patron. Donc ça, c'est tout un vécu dans l'entreprise qui est dans la balance et qui fait que le patron peut ne pas sanctionner, donner une deuxième chance aux salariés et lorsqu'il y a des bons rapports où le patron est indulgent. Donc, lorsque ça se passe mal au niveau de communication, ça va, il y a une sanction. Quelle est la meilleure façon de régler ce genre de problème entre patron d'un côté, salarié de l'autre? La discussion. Et j'ai terminé justement lors des entretiens préalables accompagnés des salariés, sur des dossiers même juste avant l'entrevue, ne pas avoir de piste ni de stratégie, mais lors de la discussion, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations lorsqu'on y va, c'est d'avoir le maximum d'informations. Il y a des petits détails qui nous échappent. Et la stratégie, on n'a pas forcément la stratégie avant d'arriver à l'entretien. Et lors de l'entretien, il y a des pistes comme ça qu'on arrive à trouver et qui fait qu'on évite la sanction et qu'on trouve une porte de sortie au conflit entre salariés et patrons. Ces dernières années, ces conflits ont tendance à diminuer ou à augmenter? Pourquoi? Beaucoup augmenté, puisque en fait, je reçois beaucoup d'appels au téléphone pour être conseillé, pour les aider à comprendre la situation et avoir une stratégie dans la suite de leur dossier. Et on constate bien que ici au syndicat de l'Est,
le bon nombre de dossiers qu'il y a chaque année à monter au prud'homme. Pour les salariés qui se retrouvent dans une situation, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont personne, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent venir vers vous? Déjà, avant d'arriver dans une situation critique, il n'est pas défendu de se renseigner auprès d'un syndicat, soit auprès dans son entreprise ou un autre syndicat, c'est des situations qui vous intriguent et qui vous pensez que ça vous gêne et qui vous met mal à l'aise dans l'entreprise. Donc, autant se prévenir que guérir. Donc, se renseigner déjà et ne pas entrer dans une procédure ou dans une procédure qui va vous faire perdre. Autant être bien accompagné et bien conseillé pour aborder les problèmes que vous rencontrez. Et donc, pour contacter un délégué syndical, moi je suis à la CGT, donc vous pouvez contacter soit la liste des délégués syndicaux de la TIEC. Je pense que sur Internet, on a la possibilité d'avoir cette liste-là et les noms et les contacts. Ou soit vous venez directement au syndicat CGT Est ou Saint-Denis. Voilà.